L'opposition est une solution pour répondre aux désirata de la population congolaise aujourd'hui. Est-ce qu'il faut-il croire encore à tous ces gens qui se font appeler opposants? Mesdames et messieurs, bienvenue. Sur ce plateau, je reçois M. Blaise Kitangala. Bonjour. Bonjour, cher directeur. Merci encore une fois de plus de votre invitation pour qu'on puisse encore partager ce plateau et communiquer sur l'historique de l'opposition de notre pays. Et surtout, ça a toujours été un plaisir quand vous passez nous visiter. On a toujours eu de bons retours quand même, des gens qui nous appellent, qui nous écrivent et qui vous félicitent de votre pertinence. Merci à tous ces gens, que nous n'allons pas nous arrêter à réfléchir à ce qui concerne notre pays. Nous allons toujours continuer à pousser de notre voix jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Donc, je profite de cette occasion pour vous saluer et vous remercier de votre générosité à mon égard. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et à ma droite, j'ai Madame Christiane Pambi. Bonjour. Bonjour, cher directeur. Vous êtes jusque-là l'unique femme qui donne son avis, qui parle haut. Et les gens félicitent votre audace et votre pertinence aussi. Merci beaucoup, directeur, pour l'invitation. Je suis toujours contente lorsque je reçoive les invitations, les appels de votre part. Oui. Je suis vraiment contente. Et j'ai dit aussi merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur Afro Canada Télévision, les abonnés d'Afro Canada Télévision. Ils s'habituent avec vous maintenant, ils s'habituent avec vous. Et puis, nous créons une équipe, au fait. Vraiment. Nous créons une équipe que les gens apprécient à la maison. Vraiment. Alors, avec vous, j'ai choisi vous faire venir ici sur notre émission Afro Club d'aujourd'hui pour parler un peu de l'opposition congolaise. L'opposition congolaise. Est-ce qu'on doit encore faire confiance à cette opposition aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions qui roulent autour de cette opposition. Mais avant de commencer, on peut identifier qui comme étant le père de l'opposition aujourd'hui? On commence avec Madame Christiane. Merci. Historiquement parlant, quoi. Merci beaucoup, directeur, pour la question. En République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de l'opposition, on parle politique. Bien sûr. Opposition, c'est politique. En RDC, l'opposition voit le jour, si je vais parler de l'historique, au début de la décennie 80. Lorsque un groupe de 13 parlementaires a dressé un réquisitoire sévère à l'endroit du maréchal Mobutu. Ces parlementaires voulaient créer un autre parti politique à côté du MPR. Parce qu'à l'époque, on doit mentionner qu'il y avait Tandis qu'à l'époque, la Constitution interdisait la présence d'autres partis politiques. Que l'MPR. En dehors du MPR, qui était le parti unique, le parti État. Et la Libella. Oui. Ah, et les signataires à l'époque, la lettre du 1er novembre 1980 soit poursuivie, arrêtée. Il y avait même les opposants, là, ils étaient relégués à leur village d'origine. Bien sûr. Oui, alors parmi eux, il y avait Charles Dia, Etienne Tshisekedi, Ngalula Pandangila et j'en passe. Oui, c'est l'histoire. Les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires. 2 ans après, en 1982, si j'ai une bonne mémoire, ils créent l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et le 24 avril 1990, sous la pression des leaders, Mobutu va libérer l'espace politique. C'était sous pression des événements. Alors, il va libérer l'espace politique. Il y avait tellement de marches, tellement de révolutions. Tellement de marches, et plusieurs partis politiques vont naître en faveur de la démocratisation. S'il faut parler un peu de cette historique. Alors, voilà. Alors, s'il faut résumer l'opposition à partir de 1980, bien que longtemps, il y avait déjà cette opposition qui existait. Mais celle qui a fait bouger les lignes, c'est celle qui commence de la décennie 80
jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Alors, si je peux donner comme historique merci de l'opposition, merci beaucoup, Madame par rapport Christiane. à cette question que vous avez posée. Monsieur Blaise, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à la même question? Oui, justement, parce que Madame Christiane est partie de l'année 80. Justement, moi, je voudrais aller encore un peu plus en arrière. Si on doit vraiment retourner jusqu'en 1960, lorsque le Congo devient État indépendant, et que Patrice Emery Lumumba, que moi je considère comme le premier opposant congolais, du fait qu'il s'est battu contre le Belge. Jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Justement, qui lui a même coûté sa vie. Ça, c'est vrai. On obtient l'indépendance, on vient avec M. Kassavobu qui s'emmène au pouvoir et qui nomme M. Patrice Lumumba Premier ministre. Du fait de son pouvoir qui a été vraiment pas très impactant, le fait que Joseph Mobutu était nommé par son ami Patrice Lumumba, il fait un coup d'État. Parce que le pouvoir n'était pas aussi efficace que ça. Ce qui a coûté la vie de Patrice Lumumba, cette fois-là, qui est mort, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les seuls discours ou les seuls opposants qui est considéré jusqu'à nos jours comme grand opposant, comme le père de l'opposition. Justement, pour moi, c'est Patrice Lumumba, même si... C'est pas Tshisekedi pour toi? Pour certains, c'est Étienne Tshisekedi. Bon, moi, Tshisekedi, je pense que c'était un opposant très versatile. En fait, ce n'était pas un opposant... qui changeait des peaux à tout moment. Exactement, parce que à tout moment qu'il pouvait travailler avec M. Mobutu, il était présent. Mais une fois qu'on... Mais il ne faut pas oublier, c'était aussi des amis, hein? C'était des proches. Justement, mais pourquoi on devient opposant seulement si on vous écarte du pouvoir? Une fois qu'il était mis à côté et qu'il n'avait pas de poste, de fonction, il devenait farouche envers Mobutu. Il essayait de dire un peu plus haut ce que les gens pouvaient dire tout bas. Mais pour moi, il n'a pas vraiment incarné l'image de la vraie opposition que nous voulons tous. Merci beaucoup, Monsieur Kitangala. Je pense que pour l'historique, on a tous de base, que ce soit ce que Madame Christiane venait de dire ou ce que vous avez dit, complète l'historique de l'opposition aujourd'hui que nous pouvons retenir. Mais le rôle, au fait, le rôle de l'opposition, c'est de quoi? Quel est le travail de l'opposition en face du régime en place? Bon, à mon avis, l'opposition a beaucoup de rôle à jouer parce que la République se veut démocratique, donc on ne peut pas avoir une pensée unique où tout le monde doit avoir les mêmes opinions et regarder dans un même sens. C'est-à-dire que l'opposition a ses grands rôles de pouvoir défendre le droit humain ou encore de démanteler toutes les idées mafieuses que le pouvoir... Dénoncer. Exactement. Dénoncer, mais l'opposition a aussi pour mission de pouvoir mobiliser les jeunes. À éveiller la conscience des jeunes pour dire, regardez ce que ceux qui sont en place pensent faire ceci, mais seulement ils ne vous le disent pas clairement. C'est-à-dire que l'opposition a cette grande mission de pouvoir éveiller la vigilance, mais aussi la protection des droits des autres. Ok. Madame Christiane, avez-vous quelque chose à ajouter? Le rôle, pour parler du rôle... Selon vous, moi, quel est vraiment l'objectif, le rôle que devrait jouer l'opposition en son vrai sens? D'abord, j'allais dire que les leaders politiques sont nombreux. Et l'opposition est un recousu pour sauver la République, d'abord. C'est un recours? Oui, recousu. Vous voyez, l'opposition est nécessaire pour un État et même indispensable pour faire le contrepoids à la majorité au pouvoir. C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition doit, par ses critiques constructives, sonner l'alerte pour ce qui ne va pas. C'est ça le rôle. Ainsi, la République va de l'avant grâce à l'opposition. Parce que lorsque l'opposition se lève pour dire non à une affaire, la population se soulève. Et c'est pour le bien de la population. Le tenant, pour dire un peu, les tenants du pouvoir doivent tenir vraiment compte de tout ce qui se passe dans l'opposition. Lorsque un opposant parle, lorsque un opposant
lancer un message. Si vous avez déjà fait ces constats, c'est toute la République qui est debout. Donc moi, j'ai fait ces constats comme si la population est toujours derrière les opposants. Pratiquement à chaque régime, il y a un opposant. Il y a un opposant et vous allez constater que c'est presque la population qui est derrière cet opposant. Donc, ce rôle est vraiment indispensable. Ils ont un grand rôle dans la société. Bon, si on devrait faire allusion à l'opposition aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va un peu aller vite. Le travail de l'opposition aujourd'hui, est-il réel, est-il palpable, est-il convaincant par rapport aux attentes de la population? Moi, je dirais d'abord, c'est dommage, lorsqu'on est dans l'opposition, on montre le souci de la société. Oui. On montre vraiment que nous portons la peau de la souffrance de la société. Nous connaissons les problèmes du peuple. Le problème du peuple. Mais à chaque fois que nous allons saisir le pouvoir, vous allez voir les mêmes personnes qui nous accompagnaient. Ce sont les mêmes personnes qui vont tourner le dos à la population. C'est critique. Alors moi, je dis toujours, c'est un problème de conscience. Les opposants doivent être d'abord consciencieux de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, est-ce que ce sont pour leurs propres intérêts ou bien c'est pour l'intérêt du peuple, de la population? Aujourd'hui, comme je vais dire, mon confrère l'a dit, je ne trouve pas vraiment, vous allez vraiment m'excuser, un opposant consciencieux. Jusque-là. Il n'y a pas d'opposant aujourd'hui. Il y a les opposants. Nous avons beaucoup d'opposants. Nous avons, je peux même citer les noms, parce que c'est la politique. On a Martin Fayoulou. On a Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Délice Sanga, Matata Pogno. Il y a beaucoup d'opposants. Mais vous allez vraiment m'excuser. Moïse Katumbi, vous allez m'excuser. Jusque-là, je ne trouve pas vraiment un opposant consciencieux. Parce que tous ces gens-là, ils sont passés par le pouvoir. Je ne trouve pas. Ils ont travaillé avec le pouvoir... Le pouvoir précédent. Ouais. Pour moi, jusque-là, on n'a pas encore rencontré un opposant consciencieux au vrai sens du mot, qui va aider la population. Ils sont là juste pour leur propre bien. Ils cherchent leurs propres intérêts, on doit se le dire. Monsieur Kitangala. Oui, justement, je veux aborder aussi dans le même sens que ma consoeur. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition, oui, il y en a des opposants d'où certains vivent même sur la peur du régime. Certains sont incarcérés d'une manière injuste, certains qui n'ont même pas des jugements jusqu'à ce jour. Pourtant, la Constitution dit, lorsque vous arrêtez quelqu'un, vous devrez lui présenter devant son juge dans un délai raisonnable et qu'il puisse avoir de son sort, oui ou non. C'est ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec nos opposants, comme justement l'a dit ma consoeur, lorsque vous êtes en opposition, vous donnez l'impression de connaître tous les désidératas de la société. Mais une fois que vous accédez au pouvoir, ça donne l'impression comme si on vous change des cerveaux, comme si on vous change des raisonnements. Donc c'est comme si on vous enlève le cœur qui faisait de vous la personne qui était auprès du Congolais lambda. C'est lui qui allait prendre la température sur terrain. Mais une fois accédé au pouvoir, ce sont de gardes, de militaires qui sont avec vous et c'est fini. Vous devenez seulement dans des salons huppés. Et cette fois-là, vous oubliez carrément le rôle que vous avez joué lorsque vous étiez à l'opposition. Mais pour dire, aujourd'hui, beaucoup qui sont retrouvés en opposition ont été au pouvoir, mais nous pouvons peut-être dire on peut citer Martin Fayoulou aujourd'hui qui peut incarner quand même cette opposition radicale que nous voulons. Pour moi, c'est parmi les seuls qui se distingue un peu par le fait de rester constant et n'est pas vraiment... Vous pensez que Martin Fayoulou reste constant jusqu'aujourd'hui? Parmi ceux qui se présentent aujourd'hui, je pense que Martin Fayoulou pourrait être... Je ne suis pas de son parti, je ne suis pas son porte-parole non plus, il faudrait le signaler. Mais il faudrait lui donner cette chance-là de peut-être un jour accéder à la magistrature. Pour partager l'avis avec de monsieur Kitangala qui dit que Martin Fayoulou reste l'opposant le plus constant jusqu'à ce jour. Je dis toujours que la neutralité, ce n'est pas moi. Ouais.
Moi, je sais que vous avez une position. Vous n'êtes pas, vous jouez pas. Moi, je suis toujours soit d'un côté soit ou de l'autre. Alors, s'il faut faire une étude pour M. Martin Fayoulou, que je respecte beaucoup, parce que au début, lorsque ils sont rentrés de Genève pour leurs accords et tout, c'est un opposant que toute la population avait fait confiance. Presque tout le monde. Même un petit enfant, si tu lui posais la question à cette époque, tu vas voter quel numéro? Numéro 4, si je me rappelle bien. Donc, c'est un opposant à qui on faisait vraiment confiance. Mais vu tout ce qui se passe, l'évolution aussi de la société, les coalitions, les événements et tout ça, moi, je dirais vraiment, à mon avis... Il a perdu la confiance de la population. Oui, je ne fais plus confiance à Martin Fayoulou. Okay. Je ne fais plus confiance à Martin Fayoulou. C'est bon. À qui tu ferais confiance maintenant, par exemple? Jusque-là, peut-être, là, ça sera encore une autre mission parce que ça va vraiment nous aider encore. Non, mais vite fait. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. On va vite fait. En profondeur de choses. Mais jusque-là, je me tais d'abord pour dire, voilà, pour le moment, je fais confiance à tel opposant. Okay. Parce que tous les opposants qui sont là devant nous, ce sont des opposants, ce sont des personnes qui ont travaillé pendant longtemps. Qui ont partagé le gâteau. Qui ont partagé le gâteau. Ils ont partagé le pain avec tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Alors moi, sauf personnellement... Bien évidemment, M. Fayoulou, sauf lui, bien évidemment, il n'a pas eu à avoir de grands postes de responsabilité ou à la primature ou encore à la vice-primature. Il était juste député, lui. Hein. Je sais que Mme Fayoulou a été juste député. Pour moi, c'est parmi le seul qui reste, qui n'ont pas vraiment eu à gérer la chose publique et que c'est peut-être lui qu'on peut qualifier aujourd'hui d'un opposant qui pourrait peut-être faire la différence, à mon avis. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les opposants n'arrivent pas à s'asseoir et trouver comme un consensus pour choisir un leader de l'opposition jusqu'à ce jour? Bon, parce que ceci a été déjà fait dans le passé, mais le problème d'ego a toujours été le problème pour nos politiciens ou nos opposants congolais. Vous vous souviendrez à Genève, où il y a certains qui ont retiré leur signature. Donc, il y a des gens, ce sont des choses qui ont été tentées, ça a été essayé, mais du fait que chacun veut aller dans son propre sens, chacun veut que soit mis en avant et que la coalition n'est pas mise en avant, je pense que c'est le seul. Donc le problème, c'est l'homme congolais, en fait. Le problème est dans l'homme. Il veut que ça soit lui, pas l'autre. Okay. Vous comprenez? Parce que lorsque Jean Val venait de finir, c'est Martin Fayoulou qui était choisi comme candidat unique de l'opposition. C'était louable, l'idée. Mais par force de pression... Malgré qu'il n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Justement, mais c'est ce qui lui a rendu même populaire encore plus lorsqu'il est rentré au pays. Vous comprenez? Pourtant, si les opposants étaient restés dans la même dynamique, dans la même vision des choses, M. Fayoulou pouvait remporter les élections à la place de M. Félix Tshisekedi, qui joue aujourd'hui du pouvoir de l'État. Avez-vous quelque chose à ajouter ou on passe à une autre question? Moi, juste pour rejoindre mon confrère, je dirais toujours le problème du Congolais, c'est, vous voyez, nous sommes là, nous faisons partie d'un seul groupe. Mais au moment où de voter, un exemple, un président ou bien un représentant, quelqu'un qui va nous représenter, nous allons commencer à nous chamailler, à nous disputer. C'est ça le problème du Congolais. Je ne veux pas voir M. Blaise me diriger. M. Blaise, à son tour, ne voudra pas me voir le diriger. C'est ça le problème. Les dialogues, on en a eu au Congo, là où les opposants se sont réunis. Ils sont réunis, voilà, nous partons, nous allons faire des accords et tel monsieur, tel opposant va diriger la République. Mais et après, à côté, Moïse Katumbi aussi veut qu'il dirige de son côté. Et M. Etienne Tshisekedi, à son tour aussi, avec son parti politique, dira non, nous, on ne veut pas être dirigés par les gens du Bandundu. C'est ce qui se raconte, des gens du Bandundu. Tshisekedi aussi, dans son coin, il crée son parti et puis ils vont dire non, il faut se séparer. Moi, je dirais, pour réussir
la politique en République démocratique du Congo, il faut d'abord qu'on commence à nous soutenir. C'est soutenir, accepter l'autre. Lorsque j'accepte M. Blaise, je connais ses capacités, je connais de quoi il est capable, je commence par lui faire confiance. Je lui fais confiance, je dis, bon, M. Blaise, moi je te donne la chance de me diriger. Et je veux voir comment tu vas faire ton travail. Parce que c'est aussi des contrats qui ne sont pas respectés. Oui. Quand je te donne la chance de diriger et puis on s'entend, mais après c'est moi qui vais prendre le relais. Et puis après la fin de ton mandat, tu vas nous faire sortir quelque chose, changement, révision, vous voyez un peu des choses pour s'éterniser au pouvoir. Ouais, ça c'est vrai. Monsieur Blaise, quelle est la stratégie aujourd'hui vis-à-vis de la situation de la République aujourd'hui, que la République passe aujourd'hui? C'est vrai que les opposants essaient encore de se regrouper pour voir comment faire barrière à Félix Tshisekedi qui veut changer la Constitution, qui veut soit changer, soit réviser. L'opposant maintenant s'unit pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais quelle est la stratégie qui serait payante aujourd'hui pour faire réussir les initiatives prises par l'opposition? Bon, justement, il faudrait que l'opposition ne puisse pas partir en ordre dispersé. D'où l'unité ou encore... l'unité de l'opposition est une chose qui devrait être inéluctable à ces jours. Tant que les opposants ne seront pas réunis, ils devront comprendre que les gens qui sont à l'appareil de l'État continueront toujours à aller avec le pouvoir dans les sens qu'ils veulent. Comprenez, parce que nous sommes de jeunes démocraties, nous continuons encore aujourd'hui à vouloir avancer, mais on veut nous ramener des reculs comme révision constitutionnelle, changement de la Constitution. Ça, ce sont des reculs démocratiques. Il n'est pas important que cela soit fait à l'heure actuelle. Il n'y a pas le besoin. Hein? Il n'y a pas le besoin. Je ne vois pas l'urgence, je ne vois pas d'opportunité. Okay. L'opposition, dans sa globalité, dans sa totalité, ne devrait pas aller en ordre dispersé. L'opposition doit parler le même langage. S'il suffit de refaire Genval 2, ou Genève 2, je serais tout à fait d'avis ou d'accord pour qu'en fait que cela puisse se reproduire de nouveau, qu'on puisse faire barrière à tous ceux qui vont nous ramener des idées, qui vont nous reculer d'un pas en arrière, et qu'on puisse faire barrage à tous ceux qui ont des idées dictatoriales à s'éterniser ou à se pérenniser au pouvoir. Il n'est pas question aujourd'hui que l'opposition puisse parler des langages divergents. Il faudrait qu'ils puissent parler un même langage. D'accord? Ok. Mais là, maintenant... J'allais juste dire que, vous savez, la République évolue grâce à l'opposition. Lorsque l'opposition se lève, lorsque l'opposition dit un mot, la population se soulève. Alors, moi, je dirais, les opposants, les tenants au pouvoir doivent aussi tenir compte de ce que l'opposition lance comme message. Vraiment. Parce qu'on peut être au pouvoir aujourd'hui, mais on ne tient pas compte de ce que l'opposition lance comme message. Si vraiment le pouvoir en place veut réussir sa mission d'aider la population, il doit être d'abord à l'écoute aussi de ses opposants. Parce que lorsqu'on écoute les opposants, parce qu'ils ajoutent quelque chose pour la marche de la République. Lorsqu'on écoute les opposants, moi je crois que les choses vont s'améliorer dans puisque vous parlez d'écouter les opposants, est-ce que les opposants contribuent-ils, j'allais dire, des propositions qui peuvent faire avancer la République aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rester dans un coin, boycotter tout ce que le gouvernement en place est en train de faire ou préparer, mais il s'agit aussi de proposer. Qu'est-ce que l'opposition a déjà proposé qui a fait marcher la République aujourd'hui, M. Kitangala? Bon, justement, l'opposition en a proposé pas mal de choses. Il y a eu certains qui ont proposé le plan de sortie de la crise avec Martin Fayulu. J'ignore un peu... mais à l'heure actuelle, les opposants se sont plus lancés dans la résistance. Et ils ne sont pas dans la réflexion et dans la proposition. Pourtant, ils ont mission aussi principale de pouvoir proposer. Mais c'est fort dommage que ce que nous voyons sur terrain à ces derniers temps, ou encore dans les dernières années, il n'y a pas de proposition.
Il n'y a pas de proposition, c'est beaucoup plus la résistance. Ce sont des discours un peu divisionnistes. Non, monsieur Kitanga, là, comment expliquer moi, je donne raison jusque-là aux opposants. Comment un opposant peut proposer quelque chose pendant que ceux qui sont dans la majorité n'écoutent rien, n'écoutent pas? Combien de fois les opposants? Moi, je dis, il y a des fois, Moïse Katumbi il lance même des messages à la presse, Deli, Sesanga. J'ai même appris qu'en venant, il y a une marche. On l'a arrêté. Il a été arrêté comme un petit voleur, comme un petit voyou. Ça a été vraiment déploré. Oui, il a été arrêté. Maintenant, où est la démocratie? Parce qu'on se dit, nous sommes un pays démocratique. C'est parmi le caractéristique de la démocratie, la liberté de la presse, séparation du pouvoir, mais à chaque fois que les opposants osent de dire tout haut ce qui ne va pas, vous voyez les conséquences. On a vu ça aujourd'hui. En venant, j'ai vu les vidéos. J'étais vraiment attristée. Mais ça, c'était même à l'époque de Félix, c'était la même chose. Vous devez comprendre aussi. Quand Félix était à l'opposition. Maintenant, où est la démocratie dans cette affaire, dans cette histoire? Le fait que l'opposition ne soit pas entendue n'enlève en rien que le pays soit démocratique. C'est-à-dire que la loi de la démocratie aussi veut que ceux qui sont au pouvoir, ils sont majoritaires, c'est eux qui décident. C'est eux. D'arrêter les gens injustement. Non, pas parce qu'ils ont soulevé la voix. Non, ça, tout le monde on peut dénoncer. Mais c'est ceux qui sont majoritaires, c'est ceux qui l'emportent à l'Assemblée nationale, c'est ceux qui dominent, par exemple. Mais ça n'empêche en rien que l'opposition soit écoutée. Alors, cela va du bon sens que parmi les questions que vous soulevez dans les arrestations arbitraires, ça, ce sont les dérapages de la vie nationale commune qui se mais passe ce sont des choses à ne pas tolérer. Nous sommes jeunes. Moi, je dis toujours que nous sommes ici dans des pays accueillants, des pays qui nous accueillent pour apprendre. Nous sommes en train d'apprendre comment la démocratie canadienne évolue. Marche. Nous sommes en train d'apprendre. Parce que moi, je dis toujours, nous allons rentrer un jour au pays travailler. Est-ce que nous allons adopter les systèmes que nous allons trouver au pays? Ou nous allons amener l'amélioration? Nous allons amener la modernisation dans notre pays. Vous voyez? Aujourd'hui, tu es là. Tu peux être opposant. Tu dis tout haut ce que tu penses. Et puis, c'est vrai, on t'applaudit. Mais si tu es en République démocratique du Congo, mais je te dis, tu seras arrêté. Tu es dans ta voiture, on va t'arrêter parce que tu es passé à l'émission Afro-Canada et tu as dit tout haut, tu as dénigré, pas dénigré, ou bien tu as parlé de la politique négativement et on t'arrête. Tu as dit ce que les gens disent pas. Oui, on t'arrête. Okay. Et on va dire qu'on continue à vivre la démocratie. C'est une question qu'on doit se poser. On continue à vivre la démocratie au Congo? Vous voyez un peu, ce sont des questions qu'on doit vraiment se poser, des améliorations. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, c'est bien, c'est très bien et c'est pertinent ce que notre consoeur soulève. Mais cela n'enlève en rien qu'aujourd'hui nous puissions quand même dire que le pays reste démocratique. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, c'est parmi les pays en Afrique où il y a quand même une liberté d'opinion et même de dérapage, de fois qui ne sont pas contrôlés. Si vous prenez justement quelques-uns de nos voisins, vous ne retrouvez pas la liberté d'expression qu'il y a au pays aujourd'hui. Ça, on peut le reconnaître. Quoi qu'il y ait des arrestations arbitraires ou encore des choses qui ne vont pas dans le sens de la loi, mais le fait que vous soulevez ces questions, c'est pertinent, c'est important, mais le Congo reste du moins un pays où la liberté d'opinion est quand même très... Pas dans sa totalité. Je dirais bien, pas dans sa totalité. Non, ça ne peut pas être dans sa totalité. Oui, parce qu'on s'est fait dire pays démocratique, mais pour la liberté de la presse d'opinion, on n'est pas dans la totalité. Non, je ne parle pas de la totalité, mais sur le point de vue de ceux qui nous entourent, le Congo est quand même le pays où vous trouvez les gens passer matin, midi, soir à la télé, deux fois critiqués, deux fois même dérapés, sans qu'ils ne soient arrêtés. Donc par là, la démocratie est liée, mais il y a des dérapages que nous condamnons nous autres. Merci beaucoup. Avant de terminer, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'opposition a ce pouvoir de mobiliser encore autant de masses comme le fait Étienne Tshisekedi? On commence avec Madame Christiane. Moi, je dirais oui, parce qu'on le voit. M. Deli Sesanga a réuni
beaucoup de gens. Ils étaient là à sa suite pour contredire cette proposition de changer, reviser la Constitution, quelque chose que nous tous, on n'est pas d'accord. Et moi, je trouve que on peut encore faire confiance à ces opposants. Ils ont encore cette capacité parce que, comme je le dis, la population écoute plus les opposants. La population écoute plus les opposants. Lorsqu'ils lancent un appel, la population est toujours présente pour venir marcher, parler et dire tout haut ce qui ne va pas. Donc, ils sont encore capables. Ils sont encore capables. On a vu ça aujourd'hui. C'est que je peux dire par rapport, peut-être ça viendra s'il faut ajouter. Monsieur Kitangala, croyez-vous encore à cette opposition, avoir le pouvoir de masse de soulever le peuple? Bon, comme ça se faisait à l'époque, actuellement, je ne pense pas. Aller à l'ancrage, par exemple, d'Étienne Tshisekedi. Oui, voilà. Je ne pense ou pas du Fayoul ou de 2019. Pour l'heure actuelle, je ne pense pas que les opposants seraient à la hauteur de soulever une grande partie de la population à ce niveau-là. Mais le problème ne devrait pas celui de rassembler de foule. Le problème se trouve aussi dans cette population lui-même. Parce que à chaque fois que vous sortez en masse, en foule, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous levez pour mettre à la place publique des questions qui sont pertinentes, pour dissuader, pour dénoncer? Ça fait juste plaisir. Vous êtes là, vous sortez en milieu de personnes, mais en finalité, qu'est-ce qui arrive? Ça produit quoi? Ça ne produit absolument rien depuis très longtemps. Avant, on pouvait sentir quand même la différence avec messieurs l'opposant Étienne Tshisekedi. Oui. Il y avait une forte pression. Vous sentez que le pouvoir en place de Joseph Kabila, au bout d'un moment, faisait vraiment des reculs. Mais à l'heure actuelle, c'est devenu juste comme un jeu. Okay, c'est pour cela que le président même l'appelle l'opposition est pété. Bon, c'est ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec le langage du président. Langages, oui. C'est quoi? C'est insultant? C'est pas bon? Un langage populiste. Bon, c'est un langage divisionniste. Okay. Donc le président, il est président et des opposants. Et de la majorité. Donc il devrait... Il doit avoir un langage plus unitaire. Lors de sa campagne, il avait 3 points dont l'unité faisait partie. Mais lorsqu'il doit ramener des discours où il y a des propos qui frisent la moralité ou des propos presque insultants, nous pensons que ça ne devrait pas venir de celui qui est considéré comme le symbole de l'unité nationale. Ok. Merci beaucoup. Je pense que je vous prendrai plus longtemps parce qu'on a tous des choses à faire. Alors, Madame Christiane, un dernier mot? D'abord, merci pour ces partages parce que je sens que nous avons tous le souci pour la République démocratique du Congo. C'est que moi, je peux lancer comme message au chef de l'État. Il avait promis lors de sa prestation de serment qu'il se rapproche du peuple. Le peuple d'abord, parce que c'est le testament de son père. Le peuple d'abord. Moi, je dirais un message que je peux lui lancer, d'écouter son peuple, de faire de tout son possible pour améliorer la condition de la société, la condition sociétale de tout le monde. Et à tous les opposants. Aujourd'hui, vous êtes appelés opposants parce que vous enviez le pouvoir. Demain, vous serez au pouvoir. Demain, vous serez au pouvoir. Vous allez tourner le dos à la même population qui vous a donné cette confiance, qui vous a fait confiance. Alors, s'il y a vraiment ce souci, si vous travaillez pour le souci de la République, ne regardez pas d'abord vos poches, regardez d'abord la population qui continue encore à vous faire confiance. Aujourd'hui, nous vous regardons, nous vous faisons confiance. Nous qui sommes à l'étranger, on vous fait confiance. Nous sommes jeunes, on vous regarde, on vous observe et on vous promet, on reviendra au pays. Si vous ne travaillez pas comme il se doit, on reviendra. Vous menacez là vous on reviendra. Monsieur Kitangala, on vous écoute. Bon, justement, je voulais finir mon propos en abordant un sujet qu'on n'a pas eu, donc je veux juste le frôler. On a vraiment couru derrière les temps, mais allez-y. Oui, justement. Moi, je voulais parler des États généraux de la justice qui ont pris fin aujourd'hui, j'imagine. Oui, avec le discours du président de la République. Oui, justement, je pense que c'était une bonne initiative, mais je ne crois pas en ce que
les conclusions qui découleront de apportent un changement. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui... On va revenir avec ça le samedi prochain. Ouais, non, je vais juste finir, c'est un débat ça c'est encore un autre débat. Là. Exactement. Oui, allez-y. Pour moi, je donne déjà ma position pour que prochainement, s'il serait possible de nous réunir, vous connaîtrez déjà ma position, que je ne suis pas tout à fait optimiste à 100% que c'est les conclusions des États généraux qui feront en sorte que la justice puisse avoir la thérapie de choc qu'elle doit avoir. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous comprenez? Moi, je pense que, comme on posait la question à Joseph Kabila à l'époque, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en 18 ans? Changer l'homme congolais. Exactement. Le problème du Congo n'est pas dans la justice, le problème est dans l'homme congolais. Vous comprenez? Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et de l'éveil de la conscience patriotique, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Pourquoi il n'a pas accompagné ces États généraux? Pourquoi il ne fait pas des campagnes de sensibilisation? Il n'a pas pris part, hein? Justement. Il faudrait changer l'homme. Le problème n'est pas les écrits que nous avons, parce qu'aujourd'hui, nous avons de beaux textes, mais qui sont toujours appliqués à l'envers. Les décisions qui découleront, ou les conclusions qui découleront de ces États généraux seront beaux, seront belles à lire, mais tant que l'homme congolais ne sera pas applicable. Cela ne sera pas applicable et sera juste un passe-temps et du maquillage qui nous ont... Merci beaucoup, M. Kitangala. Mais terminez votre locution par rapport au sujet d'aujourd'hui. Je voudrais vous remercier. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'historicité de l'opposition. Pour dire un dernier mot, j'inviterai tous les opposants aussi au bon sens, à pouvoir comprendre qu'ils ont un adversaire devant eux qui risquerait d'aller dans tous les sens s'ils ne restent pas unis. Parce que les discours qui est injecté aujourd'hui dans la population est très très dangereux. Cela pourrait aboutir à un coup d'État constitutionnel, à des guerres, à une guerre politique, une guerre civile, à des arrestations injustifiées. Donc il faudrait que les opposants restent vigilants, qu'ils puissent dénoncer, continuer à dénoncer, ne pas avoir peur. Ils doivent braver la peur. Mais cette fois-là, inviter aussi ceux qui sont au pouvoir d'arrêter avec des discours populistes. Parce qu'aujourd'hui, vous écoutez un monsieur qui vous ramène un article de la Constitution. Qui dit que Bon, allez-y. Vous disant par exemple, que l'article 217 de la Constitution veut à ce qu'on puisse aider nos terres au Rwanda. Bon, ou lui qui lui a expliqué... c'est la mauvaise lecture. C'est une lecture qui est faite juste pour marginaliser la population. Ils savent que nombreux n'ont pas eu peut-être accès à la Constitution. À la lecture. Exactement, voyez-vous. Et ils veulent injecter un virus dans les chefs de la population pour marginaliser afin d'atteindre leur but politique. Ça devrait être tolérable et ce monsieur doit être poursuivi en justice. Que vous soyez de l'opposition, de la société civile ou de la majorité présidentielle, vous êtes le bienvenu sur Afro-Canada Télévision. Vous avez suivi cette émission. N'hésitez pas de partager si c'est pour la première fois. Abonnez-vous sur Afro-Canada Télévision et on se revoit à la prochaine. Bye.